Donc on a évidemment voulu organiser cette rencontre dans le cadre du 40e anniversaire des marches pour l'égalité et contre le racisme, mais ce qui nous semble important, voilà, c'est au-delà de la dimension commémorative ou célébrative, de la célébration, on pourra en parler, est-ce que ça sert ou pas de commémorer, voilà, tous les 10 ans, tous les 5 ans, je ne sais pas comment on va faire, mais aussi voilà, de voir un peu comment cette actualité un peu du combat pour l'égalité des droits, quel qu'il soit, sous différentes formes, est important, comme l'a dit d'ailleurs tout à l'heure Tarek. Il s'agit vraiment de revenir et toujours de dire que les choses, elles se passent et elles se passent tous les jours. Ce que je vais vous demander, peut-être assez rapidement, c'est de vous auto-présenter tout simplement, hein, comme ça me fait du travail en moins. Donc Zouina, si tu veux bien juste dire quelques mots. Moi je viens de Seine-Saint-Denis, Blanc-Ménil, et je suis militante des quartiers depuis un certain temps, et voilà, je vous raconterai un peu au fur et à mesure du débat. Je me tais. Jamel Attala, j'ai grandi à Lyon, Vénissieux, et le reste de ma vie je l'ai passé en région parisienne, et voilà, donc un vieux combattant des quartiers. Et un des initiateurs de la marche pour l'égalité contre le racisme. Il y avait plusieurs initiateurs. Mais un des, en tout cas, voilà, j'ai sur quelques photos. Emmanuel. Alors moi je suis un Guadeloupéen de la commune de Port-Louis, qui est une des plus belles plages de la Guadeloupe. Et je suis... non, c'est tout au nord, tout en haut. Et donc, je suis médecin de profession, et je suis venu faire mes études de médecine à Paris. Et je suis reparti, j'ai travaillé 10 ans à la Guadeloupe, je suis revenu encore pour me former, et je n'ai pas pu repartir là-bas. Je vous expliquerai pourquoi après. Je n'ai pas pu repartir à nouveau à la Guadeloupe, parce que j'étais venu me former pour repartir. Et puis il se trouve que j'ai échoué ici, et avec une communauté antillaise importante dans la région parisienne, on a monté des mouvements que vous ne connaissez pas, et que je vais m'appliquer à vous expliquer. Bien, donc Ahmed Moubeker, je suis sociologue, mais j'aime pas trop la question parce que ça fait carte d'identité, ça fait un petit peu un côté policier, quoi, quand on doit se présenter comme ça. Moi, je préfère parler. T'es à origine contrôlée, ouais, attention. Je préfère dire d'où je parle. Ça me semble beaucoup plus. Ce qui me semble important de dire, moi, j'ai toujours essayé de défendre une continuité, ou plutôt une contiguïté entre la rue et ma bibliothèque. Ça me semble, moi, je me définirais comme ça. Donc, entre l'expérience des quartiers et le métier de journaliste que j'ai exercé et le métier de chercheur qui est le mien aujourd'hui. Donc, entre un militantisme qui à mon sens, pense et une recherche qui est engagée dans son rapport au terrain. En tout cas, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire depuis une quarantaine d'années, donc, du militantisme au journalisme et du journalisme à la recherche. Et en même temps, mon objet a toujours été le même. Et l'objet, c'est ce dont parlait Tarek, c'est la petite histoire des héritiers de l'immigration postcoloniale. Merci Ahmed, et tu vous présentez comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Je vais en fait, avant de leur donner la parole, je voudrais commencer en fait par vous, et par vous poser deux questions. En fait, une question, qu'est-ce que vous savez de la marche de 83 et qu'est-ce que vous savez de la marche de 98? Est-ce que... Mais il n'y a pas de question piège. Voilà, s'il y en a qui savent ou quoi, juste pour avoir deux, trois points de départ comme ça sur la marche de 83 et la marche de 98. Est-ce que ça vous parle et qu'est-ce que vous en dites? Toi, tu as déjà parlé, mais sinon, je vais te donner la parole, il n'y a pas de problème. Ou sinon, je viens vous chercher, là, je repère des têtes et... Auria, qu'est-ce que tu sais de ces deux marches? Alors, j'en sais un petit peu sur la marche de 83. Voilà, je ne savais pas que Jamel était un des initiateurs de la marche. Bon, c'est quelque chose qu'on a suivi, nous, notre génération, plus ou moins de loin. J'étais encore petite, mais je sais que par rapport à toutes les références
politiques ou sociales liées à la marche, ça nous a permis un peu de connaître aussi notre histoire et l'histoire des luttes. Voilà, concernant la marche de 98, je ne la connais pas. Voilà, je suis toute neuve, donc je suis là pour écouter et comprendre. Merci, Auria. Est-ce qu'il y a d'autres... mais vous avez le droit de dire que vous savez, si vous savez, il n'y a pas de... c'est pas... Bon, mais je vais faire d'autorité comme ça. Olivier? Je crois que c'est une marche, c'est parti de Marseille, non? C'est pas ça c'est celle de 83, non? J'en sais pas. J'en sais pas plus. Après, je sais que c'était une marche qui a traversé la France pour aller jusqu'à Paris et rencontrer le président de la République, je crois, de l'époque. Je sais pas plus. Et 98? Je sais pas. Est-ce que vous avez dit 83, c'était quoi? Je sais pas si ça a été dit ou... c'était la marche pour l'égalité contre le racisme, quoi. 83, non? La marche dite marche des beurs. Et celle de 80. Je sais pas. Bon, allez, je vais revenir tout de suite vers vous, là. Hein. Donc, Jamel, peut-être, je te propose de nous dire un petit peu quand même, de nous resituer l'événement, et ensuite je demanderai la même chose à Emmanuel à propos de la marche de 98. Alors, la genèse de cette marche de 1983, elle est née dans un quartier de la banlieue sud de Lyon. Comme je disais tout à l'heure en présentant, moi je suis né en Algérie, je suis arrivé, j'avais 6 ans. Donc je sortais de mon petit village natal et j'atterrissais ici dans les années, pratiquement presque fin 70. Et on a commencé à habiter dans les quartiers, dans les bidonvilles de la région lyonnaise et ensuite aux Minguettes. Comme dans plusieurs grands quartiers de France, la population... c'était une force de travail, donc voilà, le syndicat des patrons avait besoin de force de travail et puis les premiers travailleurs sont venus du Maghreb et subsaharienne. Et tout de suite, quand on est arrivé, enfin en tous les cas, quand on s'est installé dans le quartier des Minguettes, tout de suite on sentait que la gestion de la population, au reste de la population française, elle était différente. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que même dans l'attribution des logements, déjà dans les années 70, il y avait un principe racial là-dessus. Bon, ça c'est un autre débat et j'espère qu'il y aura de jeunes étudiantes et étudiants en histoire qui pourront nous fournir des documents officiels qui prouvent ce que je viens de dire là. Autrement, le contexte, il était simple, il y avait des violences policières. Pourquoi des violences policières dans ces quartiers? Parce que fin des années 70, début des années 80, il faut savoir que l'ensemble du corps policier français, c'était composé des anciens appelés de la guerre d'Algérie. Ça, il y a très peu de gens qui le savent, mais la grande majorité des flics de l'époque, c'était des anciens soldats français qui opéraient en Algérie. Pour certains, sont revenus avec des traumatismes, pour d'autres, ils se sont suicidés, et d'autres, ils avaient ce qu'ils appelaient, eux, les enfants des félagas qui combattaient en Algérie, dont moi je faisais partie. Je me souviens, quand j'avais 14-15 ans, les éléments de langage de la police, c'était de nous désigner comme des petits félagas. Ça revenait souvent dans les propos. La violence s'installe, les brutalités s'installent, aux Minguettes et particulièrement au quartier Montmousseau, mais ce n'était pas spécifique à ce quartier de Vénissieux. Je pense que ces violences, elles existaient dans l'ensemble des grands quartiers populaires de France, mais on n'était pas à l'ère de la communication comme aujourd'hui et on ne savait pas trop. C'est à travers la marche qu'on a compris qu'il y avait aussi des gens qui vivaient les mêmes situations que nous. Dans ce quartier, il y a eu des révoltes, de grosses révoltes, notamment celle de mars 83, où il y a eu un affrontement violent entre les jeunes, mais pas que les jeunes, le reste de la population. Mes parents étaient dedans. Ma mère, ma propre mère et la mère d'autres gens, le 23 mars 1983, elle participait à la bataille contre la police. Il y avait au bas mot entre 400 et 500 flics qui étaient sur le quartier Montmousseau, pas très grand, de 7h du matin jusqu'à 19h le soir. Ça, c'est important de le signaler. C'était terrible parce que tout était bouclé. J'ai pas envie de faire de lien direct, mais c'est un peu comme Gaza, quoi. On fermait. Ils fermaient les lieux d'accès dans ces quartiers-là pour se retrouver dans une grande place et il y avait des affrontements. Et Dieu merci, il n'y a pas eu de morts ce jour-là, mais il y a eu énormément de blessés. Donc ce rapport conflictuel de manière permanente avec ces jeunes
et le commissariat local, il durait. Et on ne savait pas comment il fallait s'en sortir, parce que même nous, dans notre tête, on avait du mal à sortir de notre quartier. On se sentait beaucoup plus en sécurité dans notre quartier qu'au-delà de notre quartier. C'était le sentiment qu'on avait. Parce que celui qui sortait tout seul, on ne savait pas s'il allait revenir entier ou blessé ou brutalisé. Et c'est arrivé à certaines personnes. Donc voilà le contexte. Et après cette grande bataille de mars 83, il avait été décidé de faire une grève de la faim pour protester contre ce qui se passait. Et évidemment, c'était influencé beaucoup par des gens qui étaient déjà dans la mouvance non violente, tout ce qui était grève de la faim, sitting et autres. En tous les cas, le choix a été fait de faire une grève de la faim dont moi, je n'ai pas participé. J'étais autour du groupe, mais je n'ai pas participé à cette grève de la faim. Pourquoi ? Parce que je n'étais pas disposé, à cette époque-là, à faire des actions non violentes. J'étais plutôt de l'autre côté. Les jeunes que nous étions à l'époque, il y avait ceux qui disaient il faut lancer des actions non violentes pour protester, interpeller les responsables politiques de ce pays. D'autres qui disaient on ramasse des coups tous les jours, alors finalement, œil pour œil, dent pour dent. Et il y avait deux groupes dans le groupe de jeunes des Minguettes à Montmousseau qui étaient plus ou moins opposés. Est-ce qu'on fait des actions non violentes ou est-ce qu'on y va franchement à la bagarre? De toute façon, on est coincé, on ne peut pas sortir et on est dans un cercle de violence, alors autant y aller. Bon, ça ne s'est pas passé comme ça. Ceux qui ont, on va dire, pris la main, c'est ceux qui avaient l'envie de lancer des grandes initiatives non violentes. Et petit à petit, l'idée a germé dans la tête de ces jeunes dont je faisais partie, mais énormément aussi influencé par des militants déjà dans cette mouvance, un peu les gens d'église, par opposition à des jeunes militants d'extrême gauche qui venaient s'inquiéter de ce qui pouvait se passer dans ce quartier dans les années 80, 82, 83, en nous disant, ceux qui disaient il faut de l'action politique, il faut l'action organisationnelle, et d'autres qui nous disaient allez à la guerre, faites des cocktails Molotov et battez-vous, c'est la seule façon de vous faire respecter et de vous faire aimer. C'est ce qu'on disait à l'époque. La marche, elle est née, elle n'est pas née comme ça sur une simple idée. C'est aussi un lien historique avec les luttes de nos parents qui existaient bien avant. Souvenez-vous, dans les années 70, les ratonnades à Marseille, les attentats contre le consulat d'Algérie. Bon, il y avait tout ça. Le 20 juin, Ramadan, on était 3 au pied de la tour numéro 10 de la rue Gaston-Montmousseau. À 19h, on entend des cris, un gamin qui se fait bouffer par un chien. J'ai vu de mes propres yeux le chien avoir déjà un peu de viande du mollet du gamin. On était 3, Toumi Djedja, moi-même et Kader Khalifa présents. Et on ne pouvait pas supporter qu'un chien bouffait un enfant alors que le policier, il était à 1 mètre devant lui, en attendant que le chien finisse son boulot. Donc on a extirpé le chien du gamin et il revenait. Et à ce moment-là, Toumi Djedja a mis un pied en avant et il y a eu détonation. Donc une balle lui a traversé le ventre. J'étais juste derrière avec Kader Khalifa et heureusement qu'elle ne nous a pas atteints, nous aussi. Et il est tombé dans mes bras et on pensait qu'il était mort, que c'était fini. Et voilà. Au moment où ça s'est passé, le policier récupère son chien. À quelques mètres, il y avait une voiture qui était à l'époque les Renault 18 de police. Il monte dans la voiture, il rentre son chien et ils s'en vont. Il laisse un homme à terre dans un bain de sang, ne se posant pas la question s'il était blessé ou mort. C'est nous qui avons appelé les secours. Ce n'est pas la police qui a appelé les secours. Ils ont mis 20 minutes, entre 20 minutes et une demi-heure pour arriver. Dieu merci, Toumi n'est pas mort, donc il a été opéré. Mais cette nuit-là, de juin 83, il y avait aussi une bataille qui a duré pendant 3 ou 4 heures, en pleine nuit, entre les forces de l'ordre locales et départementales, avec les jeunes. Parce qu'on n'avait pas supporté ce qui s'était passé. Et cette tension, elle a commencé à prendre dans tout l'ensemble des quartiers des Minguettes. Parce que les Minguettes, c'est un grand ensemble où il y a plusieurs quartiers.
Donc voilà, après ça, Toumi, donc il était à l'hôpital, on est allé le voir le lendemain. Au moment où ça s'est passé, il y avait tout un programme de rénovation de quartier, donc beaucoup d'entreprises qui étaient sur place pour dynamiter des bâtiments, machin et tout ça. Toumi est tombé. Le lendemain, on a fait arrêter le chantier brutalement. On était à peu près allé 200 à 300 jeunes. On est allé voir les ouvriers. On leur disait aujourd'hui c'est chômage, vous ne travaillez pas. Et ça a perturbé beaucoup de choses. Dans son lit d'hôpital, Toumi nous dit il faut qu'on fasse cette marche. Mais déjà, l'idée de marcher à travers la France, elle avait déjà bien germé avant que lui le dise. Mais il a fallu cet événement. Voilà, le lendemain, il faut qu'on fasse... Et c'est parti rapidement. Évidemment, on était jeunes, on ne savait pas ce que ça voulait dire association, même si on avait une jeune association qui s'appelait SOS Avenir Minguette. Et ce fameux SOS, après, il a été repris par d'autres. Voilà. Et... on n'était pas disposé, enfin on n'avait pas encore une expérience dans l'organisation. Et ben forcément, on s'est appuyé sur des gens qui avaient déjà cette expérience. Et ceux qu'on avait en face de nous, c'était des gens du MAN, c'est un mouvement non violent. Voilà, c'était des gens de la CIMAD. Il y avait un curé, un prêtre, toute l'organisation. On s'est appuyé sur eux pour lancer cette opération. Moi, je me souviens une fois que l'idée a été acquise, c'était une bonne chose, mais après, il fallait construire cette idée. Et donc, pendant 3 mois, pour moi, c'était un baptême, pour moi, c'était même une formation. Pendant 3 mois, j'ai écumé la France pour aller rencontrer des associations, des groupes qui étaient déjà dans le militantisme, pour leur dire, voilà, on lance une marche à travers la France. Est-ce que vous pouvez nous aider? Comment? J'ai fait le Larzac comme Tarek l'avait fait après, plus tard. Pour moi, c'était aussi un baptême. On avait distribué sur une journée 50 000 tracts en appelant toutes ces associations à travers la France à nous aider à construire cette marche. Et d'ailleurs, c'est en fonction des retours de toutes ces associations, ça s'est fait entre mi-septembre, vers mi-septembre, on a commencé à construire l'itinéraire. L'itinéraire du sud pour aller au nord. Mais déjà, moi, à cette époque-là, j'avais 18-19 ans, je ne comprenais pas le dialogue nord-sud, je ne comprenais pas trop le conflit. Mais c'est après que j'ai compris et on l'a fabriqué comme ça. Et puis on est parti. On est parti un 15 octobre, en hiver, il ne pleuvait pas, il faisait un peu froid, on avait des blousons. Mais on partait à l'aventure finalement, parce qu'on ne savait pas comment ça allait se passer. Et voilà, donc la marche est partie le 15 octobre. Et après, bon, le reste de l'histoire, vous la connaissez, on pourra aussi encore en parler tout à l'heure. Merci beaucoup, Jamel. Donc elle est partie le 15 octobre, elle est arrivée le 3 décembre 1983 à Paris, de quelques-uns jusqu'à près de 100 000 ou plus de 100 000 à Paris. Je pense plus de 100 000. Alors s'il y a des étudiants en histoire, vous devriez aller chercher les archives des services intérieurs. D'après ce que j'ai entendu, il y a déjà 3 ou 4 ans, on était à peu près entre 100 et 200 000. Voilà. On est resté 100 000 sur 100 000 parce qu'en fait, à Valence, on a dit 100 000. Et on est resté sur ce truc-là, 100 000. Emmanuel Gordienne, donc, on a vu sur la marche de 98. Alors, qu'est-ce que c'est cette marche de 98? Elle n'est pas de même nature. Enfin, dis-nous. Alors, écoutez, vraiment rien à voir. Mais alors, rien du tout. Mais avant ça, je ne sais pas si vous savez ce que sont les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion. Hormis, ils savent bien faire la fête, ils dansent. Il y a la craie, il y a le boudin, il y a le rhum. Est-ce que vous savez autre chose de ces pays ou pas? Et en tout cas, la marche, si vous voulez, de 98, c'est le résultat d'une prise de conscience de quelques-uns. Mais il faut que je remonte un peu d'histoire pour vous faire comprendre. Alors, c'est quelqu'un qui était 7 au départ. 7 personnes. J'en étais, bien évidemment. Et donc, si vous voulez, il faut reprendre un petit peu l'histoire des choses. Il faut vous imaginer, et j'ai envie de faire avec vous la démarche. Qu'est-ce que ça veut dire que des peuples nouveaux sont nés dans l'esclavage colonial? La Guadeloupe s'appelait Kalukaïra. C'était son nom que les populations originelles lui avaient donné. Il s'appelait des Kalina. Et puis un beau jour, ils vivaient là-dedans depuis 1500 avant Jésus-Christ. Avant notre ère, pour les athées comme moi. Et figurez-vous qu'un beau jour, en 1635, des gens débarquent. Ils plantent un drapeau français, c'est notre terre.
Impressionnant. Ils vont éliminer ces populations originelles. C'est colons. Ils vont les éliminer à la fois, alors, le médecin virologue que je suis le sait bien, par la rougeole. Vous savez, ils ont amené la rougeole, et les populations là-bas ne connaissaient pas la rougeole, ils ont été décimés par la rougeole, mais aussi et surtout par les armes, pour conquérir ce territoire. Et quand ils ont conquis ce territoire, dans un premier temps, ils ont fait venir ce qu'on appelle les petits blancs. C'est des gens du côté de la Loire, de la Bretagne. C'est eux qui ont défriché d'abord ces territoires pour y planter du tabac. Le pétain, on appelait ça à l'époque. C'était la richesse de... Et puis après, comme les Portugais, comme les Anglais, comme les Espagnols, ils ont planté de la canne à sucre. Et pour ça, il fallait des gens qui savent faire ça. Et c'est comme ça qu'a commencé ce qu'on appelle la traite négrière, transatlantique. Les Portugais ont bien vu qu'il y avait des mouvements qui se faisaient, parce qu'il y avait déjà une traite transsaharienne, intra-africaine. Et il y avait un marché qui était existant, parce qu'il y avait besoin de ces esclaves pour planter la canne à sucre. Et c'est comme ça, mesdames et messieurs, que ces pays-là ont été construits. Alors, tenez-vous bien, il y a eu plus de 500 groupes ethnoculturels différents qui sont arrivés sur ces territoires. Dans le même bateau, je ne comprenais même pas, parce que celui-là parlait Mina, celui-là parlait Fon, celui-là parlait Aroussa, celui-là parlait Uruba, celui-là parlait Nago, celui-là parlait Ibo, celui-là parlait Moko, celui-là parlait Boïki. Ils ne se comprenaient pas. Et c'est ces personnes-là qui ont débarqué dans le pays, majoritairement, qui ont été mis sous le fouet, qui ont... Alors, déjà, il y a un premier truc extraordinaire, c'est que, imaginez-vous, on les met dans un bateau, ils vont passer 3 mois, mais quand ils arrivent là-bas, qu'est-ce qui arrive là-bas? Je dis, qu'est-ce qui arrive? Je dis, mais qui est-ce qui a dit, qu'est-ce qui arrive là-bas? Quels sont ces individus qui débarquent? Mais d'un premier temps, ils ne parlent pas, ils ne comprennent personne. Et c'est là que, petit à petit, ils vont créer des langues, des cultures, sous le fouet, dans la domination. Dans la domination. Et c'est ça, ces groupes-là. Alors, tenez-vous bien, 1635, abolition de l'esclavage, 1848, ça fait 213 ans. Donc, un peuple nouveau, esclave. 1848, allez, jusqu'à 1946, c'est décolonisé. Mon papa est né dans cette période-là, décolonisé. Et en 1946, la France dit, vous êtes des départements français. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 77 ans. Autrement dit, voilà un groupe que vous ne connaissez pas, qui n'a que 77 ans, qu'il n'est ni colonisé ni esclave. 77 ans. Papa est mort à 89 ans, maman à 93 ans. C'est ça le groupe. Et sachez autre chose, c'est que, et là c'est une boutade pour un peu, j'allais dire, détendre l'atmosphère. Si je n'ai pas été champion de la Guadeloupe cadet junior en football, parce que je suis un footballeur, j'ai déjà appris ça. Oui. Ben c'est parce que mon équipe cadette, la moitié est partie en métropole dans les années 60, parce que le gouvernement français, pour régler le problème du chômage, a créé le BUMIDOM, le Bureau des migrations des départements d'outre-mer. Et c'est comme ça que toute ma classe de 5e de l'époque, la moitié est partie en France. Et tous mes potes, je les ai retrouvés après que je fait ma médecine, ils étaient soignants, même non, j'étais agent hospitalier. Elles étaient servantes, les femmes. Elles étaient, après, elles ont essayé de bosser un petit peu, parce qu'il faut savoir que celles qui sont parties, c'est celles qui n'ont pas réussi à l'école, par définition. Mais oui, parce que c'est compliqué, hein, vous parlez français, on parlait créole là-bas, on ne comprenait pas le français. Et quand j'étais petit à l'école, il a interdit de parler le créole à l'école, j'ai connu ça, on était battus, enfin bref. Et donc c'est ça. Donc c'est à partir de 1963 que des Antillais viennent ici petit à petit, et ils vont prendre la place des Algériens, des Marocains qui sont indépendants, qui peuvent être petits fonctionnaires, et c'est eux qui vont prendre la place dans les hôpitaux, au PTT, à plein de facteurs antillais. Et donc des gens qui n'ont pas de formation. Et donc c'est comme ça que la migration antillaise se forme. Mais personne ne comprend. Alors eux, je me souviens, quand ils partaient en France, on leur disait, attention, il ne faut pas que mon nom apparaisse dans France Antilles. France Antilles, c'est le journal local. Si ton nom est là, c'est que tu as fait un cas. Et tu as sali la famille. Donc il fallait se tenir à carreau, il fallait être tranquille, il ne fallait pas faire de vagues. Et donc, en même temps, il faut dire que dans ces années 60, il y a tellement de misère à la Guadeloupe
Il faut savoir aussi qu'il y a une situation que vous ne connaissez pas, qu'il y a peut-être des gens qui connaissent un peu, c'est que chez nous, en esclavage, les enfants appartenaient au maître de la mère. Quand le propriétaire vendait la femme, il vendait la femme et les enfants. Quand il vendait l'homme tout seul. Figurez-vous que dans ma classe, quand j'étais petit, du CP en 1962 à la 3e en 1970, 70% de mes camarades de classe n'avaient pas de père. Ils n'avaient qu'une mère. Et souvent, dans la même famille, dans ma classe, il y avait 2 frères de 2 noms différents, parce que de pères différents. Exactement le système de la famille esclavagiste. Et c'est ce qui se passe en France. En France, et quand les femmes, quand il y a du chômage là-bas, la femme part avec les enfants, et puis elle fait rentrer le mari. C'est l'inverse que font les immigrés africains. C'est le mari qui vient, qui organise tout, qui fait rentrer sa femme. Mais là, c'est l'inverse. La femme a un rôle particulier, une situation particulière chez nous. Ben voilà un petit peu la situation de ces colonies. Alors, j'ai la question qu'on s'est posée, nous, un petit groupe, donc, mais c'est à quel moment nous sommes sortis de l'esclavage? Parce que l'esclavage est aboli en 1948, mais c'est la deuxième révolution française, la deuxième république qui fait ça. Elle abolit l'esclavage. Et elle dit que tous les esclaves, on ne peut pas avoir l'esclave en France. Et ces esclaves-là, ils sont citoyens français, il faut qu'ils votent. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de nom. Ils ont des prénoms, et des matricules, des numéros. Mon aïeul à moi, c'était Georges Duboïki. Il avait gardé son nom africain. Ah, Boïki, il disait, on l'appelle Boïki. Il y a marqué dans les bouquins Georges Duboïki. Et mon père, qui a connu ses 2 derniers fils, ouais, c'est pas loin. Hein. Mon grand-père est fils de 2 esclaves. Mon grand-père, fils de 2 esclaves. Que je connais. D'ailleurs, l'une des esclaves est enterrée dans le caveau familial. Les autres, on ne sait pas où ils sont enterrés. C'est ça, les sociétés comme ça. Et quand on arrive ici, alors il y a un truc terrible, c'est que la seule façon de sortir, c'est d'aller apprendre à l'école, d'être bon à l'école et tout. Mais c'est une minorité. Alors nous, effectivement, il y a un tas de médecins. Moi, je suis parmi plein. Et donc, pour terminer cette histoire-là, parce qu'il faut que vous compreniez ça, pour comprendre que quand il y a une migration qui se fait ici, elle ne sait même pas ce qu'elle est. Et puis un jour, M. Jospin décide de commémorer les 150 ans de l'abolition de l'esclavage. Et il propose comme mot d'ordre « Tous nés en 1848 ». Évidemment, l'histoire commence à partir de là. Ben non. Moi, je connais Georges Boïki, je connaissais tous mes ancêtres esclaves. Et avec un petit groupe qui réfléchissait depuis 1994 sur ces questions-là, quand on apprend ça, on dit, mais attends, c'est quoi le sujet là? Ils veulent gommer l'esclavage de l'histoire de France? Eh bien non. Et nous, on a proposé que nous allions faire une marche silencieuse. Écoutez bien le thème pour penser à nos parents qui avaient vécu le martyre de la traite et de l'esclavage colonial. Mais tenez-vous bien, personne ne connaissait ces parents qui avaient vécu la traite et l'esclavage colonial à part moi. Et pourtant, cette marche, de la République à la Nation, a réuni 40 000 personnes, d'après la police. Quand ils sont venus me voir 2 jours avant, en tant qu'organisateur de la manifestation, combien de gens attendez-vous? J'ai dit, ben, si on a 1000, on sera extrêmement satisfait. 40 000 personnes. Donc voilà cette marche silencieuse, dont l'objet, en fait, c'est l'aboutissement d'une réflexion. Nous avions compris une chose, que nous étions des descendants d'esclaves. Et que finalement, notre société, c'est là qu'elle commençait. Et quand je viens de vous dire que 77 ans non colonisés, non esclaves, vous voyez la difficulté de ces sociétés-là. J'espère que ça permettra de comprendre un petit peu mieux ces sociétés-là. Merci Emmanuel. Alors peut-être avant de retourner vers la salle, juste donc pour Amédée Zouina, moi ce que j'avais prévu, bon, c'est ce que voilà, mais encore une fois vous êtes libre de prendre la direction que vous voulez. Alors la question que je me pose, bon, c'est 2 événements totalement différents, hein, on peut dire que ça n'a rien à voir. Moi, il y a quand même une chose sur laquelle il m'a semblé que ça avait à voir, c'est puisqu'on est tous français, voilà, ou de papier, hein, certaines disent, bon, voilà, mais en tout cas, on est tous non. Et la question que je me pose, c'est que voilà, j'avais envie de poser, c'est sur ces différents événements-là, comment, voilà, pourquoi tant de difficultés à inscrire ça dans un récit collectif, national? Comment, en fait, on se nourrit de ces différentes histoires dans l'espace commun? Est-ce que ça résonne? Et puis, peut-être une deuxième question, et ensuite tout le monde pourra y répondre, et après on pourra discuter, c'est est-ce que ça résonne avec l'actualité ou pas? Est-ce que ce qu'on raconte là, est-ce que c'est des histoires d'anciens combattants ou c'est juste de l'histoire? Bon,
il faut reconnaître l'histoire des traites négrières, de l'esclavage. Maintenant, on a un jour tous les 10 mai pour faire ça. Est-ce qu'il faut une date pour reconnaître le 3 décembre, admettons que ça devienne un jour férié, j'en sais rien. Bon, voilà. Mais je vous pose la question, Ahmed, à toi, Ahmed, et ensuite à Zouina, de ça, quoi, de cette question de comment ça rentre dans notre histoire commune ou dans la façon dont on se raconte, et est-ce que ça rentre dans l'histoire, dans le récit collectif? Pourquoi c'est si peu, je veux dire, dans les livres scolaires, par exemple? Alors le lien entre les deux événements est loin d'être évident. Peut-être qu'effectivement ce qui fait sens, c'est aussi le rapport au post-colonial. Le rapport au post-colonial qui me semble fondamental, ou même au décolonial, qui me semble fondamental dans le sens où si on prend l'histoire de l'immigration en général, c'est quand même une histoire. Le récit national est un récit autour de l'intégration, autour de notre modèle universel et individuel d'intégration. Donc ça, c'est le grand récit français. Et c'est aussi ce grand récit qui fait que la France ne s'est jamais reconnue comme un pays d'immigration. Enfin, c'est reconnu à partir des années 80, alors que l'immigration de masse, elle commence quand même à la fin du 19e siècle. Donc il a fallu 100 ans pour que la France se reconnaisse comme un pays d'immigration. Et elle l'a reconnue au moment où, paradoxalement, mais précisément, au moment de la marche, au moment de l'avènement des banlieues et des héritiers de l'immigration, qui en fait, il faut comprendre que la marche était un événement qui a marqué la visibilité d'une population qui était jusqu'alors considérée comme invisible, minorisée, considérée comme ne faisant pas partie en fait des réalités françaises. La France a inventé un truc formidable, c'est l'immigration de travail. C'est-à-dire qu'en fait, on imaginait qu'on pouvait faire venir des gens, ils pouvaient aller bosser, puis après ils repartaient, c'est pas de problème. Donc il y a eu une grande surprise dans les années 80. Avant la marche, c'était les rodéos, donc des manguettes. Et de dire, mais c'est pas possible. Ils ont des enfants, ces immigrés-là. On ne savait pas qu'ils avaient des enfants. En plus, les enfants, ils sont français, donc on n'a pas embêté quand même. Donc, c'est la France qui découvre qu'en fait, qu'elle a un autre visage, qu'elle a quelque chose de différent et qu'on n'est pas effectivement. Donc, comment dire, le récit, l'universel français, il est mis à l'épreuve de l'expérience de ces minorités. Alors, la marche a été un événement, la marche de 83, je dis, ça a quand même été à ce moment-là la réussite de cet événement. Sur lequel on n'était pas tous d'accord. Moi, j'ai écouté Jamel tout à l'heure. Moi, j'étais militant à l'époque. On était totalement opposés à cet événement. On disait qu'on ne voulait pas laisser les curés parler à notre place. L'enjeu, c'était de récupérer notre parole, de parler en notre propre nom, quoi. Et la non-violence n'était pas tout à fait cette logique dans laquelle on était, mais Jamel l'a bien expliqué. Donc, il y a ce rapport qui se pose, et à partir de 83, on s'imagine qu'il va y avoir une possibilité d'une reconnaissance d'une France multiculturelle. Donc, quand on regarde les unes de la presse de l'époque, je sais pas, Libération, Paris-sur-Beurre, tout à, enfin voilà, on s'imagine qu'il y a, c'est pas le mot qui a été dit, c'est plus rien ne sera comme avant. C'est ça, plus rien ne sera comme avant, et qu'en fait, la France va enfin reconnaître cette génération et lui ouvrir grandes les portes de l'intégration. 40 ans après, on voit bien que ça n'a pas marché, mais en fait très rapidement, on s'est rendu compte que ça n'avait pas marché. Et alors pourquoi ça n'a pas marché? Pour de multiples raisons. Donc effectivement, Jamel l'a aussi bien expliqué. On était une génération de militants, mais jeunes, sans véritablement avoir d'expérience du rapport aux politiques. Il y avait aussi un élément qui est fondamental et qui est resté aussi très présent, c'est la précarité de ces milieux. Donc c'est l'absence de structuration, l'absence de lien avec, je sais pas moi, le politique, le médiatique. Tout ça a fait que finalement, 40 ans plus tard, on est quand même toujours dans une situation qui est très proche de ce qui était vécu alors. Je dirais même que sur certaines situations, c'est même pire qu'avant. Et Zouina, alors peut-être justement plus par rapport à la situation actuelle. Alors je vais dire un truc, je vais m'y aventurer, c'est que, bon voilà, avec Tarek ou Zouina, dans les mouvements militants dans lesquels on est ensemble, qui sont des mouvements qui visent à promouvoir les mobilisations ou la place de la question des quartiers comme une question politique,
faut bien dire ce qui est, je vais le dire de manière très cash, on se dit bien qu'aujourd'hui, par rapport en tout cas à notre génération et donc à la génération des années 80, c'est pas tout à fait le même peuplement dans les quartiers. Donc l'histoire qu'a raconté Emmanuel, on se dit, bon, aujourd'hui, ce qui était ici, c'est assez intéressant, Toulouse, pour ça, mais je vais donner tout de suite la parole, c'est qu'en fait, on prend le quartier des Isards, Trois-Cocus, donc, qui est un quartier d'immigration maghrébine, beaucoup de gitans dans ces années-là. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont soit qui viennent d'Afrique subsaharienne ou des Antilles, Antilles et Guyane, voilà. Et donc, on vit dans des espaces communs. Et donc, on se pose souvent la question, hein, Tarek, j'y vais cash, on se dit, bon, nous, quand on arrive et qu'on n'est que devant des représentants de ces mouvements-là étant d'origine maghrébine, est-ce que nos mouvements sont légitimes à l'heure actuelle, hein, je parle, voilà, ou comment on le travaille, parce qu'il y a cette réalité-là. Et bon, voilà, bon, je ne vais pas aller trop loin, mais peut-être tu poursuis sur ça ou pas. Mais je dis pourquoi aussi, moi, je pense qu'on a une réflexion à avoir là-dessus, quoi, sur ce travail, sur le récit, sur ce qui nous fait... peut-être je me trompe. Hein, mais je pense que c'est la question de qui est nous. Qui est nous? Quand on dit nous, qui est nous? Voilà. Je peux dire deux petits mots. Oui, vas-y, Ahmed. Il me semble que c'est fondamental. Mais on l'avait pensé avant, hein, cette question. Hein. L'idée, c'est de dire, c'est pas nous, c'est pas les Arabes, c'est pas les Noirs, c'est pas ça. C'est les quartiers. C'est quoi? En gros, c'était l'idée de communauté d'expérience. Une communauté d'expérience et de vécu. C'est ça qui était fondamental de mettre en avant par rapport aux quartiers. Et là, il y a du sens. Hein. Là, il y a du sens. Et là, ça permet effectivement de construire par rapport à des situations réelles qui sont, par exemple, la question du logement, la question des violences policières. Toutes ces questions, elles sont fondamentales. Et c'est ces questions-là qui ont opéré, et Tarek le disait très bien, qui ont opéré une suite à la marche, et c'est là-dessus que se sont investis véritablement les militants, dits militants de quartier. Et ça me semble fondamental. Zouina. Soit tu pars sur ce que j'ai dit, soit sur autre chose, c'est pas grave. Mais c'est juste, voilà, j'essaye un peu de... Voilà, parce que sinon on peut se raconter, mais peut-être pour se faire avancer un peu, quoi, sur nos... Non, moi c'est plus sur l'autre question que tu avais posée tout à l'heure, sur l'importance ou pas de la commémoration. Est-ce que c'est, à quoi ça sert? Est-ce que c'est pertinent ou pas? Est-ce qu'il faut quelque chose? Moi je pense que, enfin c'est mon point de vue, hein. Moi je pense que oui, parce que moi je n'étais pas du tout une actrice de la marche, hein. J'étais plutôt spectatrice en 83 quand ça a eu lieu, marqué quand même par un événement, parce que la Courneuve c'est à côté de Borménil, et au-delà du fait que c'est à côté de Borménil, moi j'ai ma grande sœur qui habitait là-bas. Et donc il y a un gamin de 9 ans qui s'est fait flinguer par un mec qui était exaspéré parce qu'il faisait du bruit, quoi. Donc ça c'est quelque chose qui marque, mais dont j'avais pas conscience. Et quand j'assiste après à l'arrivée de la marche avec tous ces jeunes qui me ressemblent, parce que c'est ça après qui pour moi est important, c'est de me reconnaître dans une communauté à laquelle j'ai le sentiment d'appartenir, ce qui n'était pas le cas au préalable, avec toutes les organisations, les syndicats, les mouvements qui pouvaient exister. Là je me reconnais. Et je suis impressionnée, alors y compris par tous les portraits, enfin voilà, et je découvre du coup ce qui se passe sur d'autres territoires en France, puisqu'ils viennent de différents endroits. Je découvre ce qui se passe sur d'autres territoires et ça m'interpelle parce que je me dis, qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, je vais ajouter un élément qui est important, puisque vous l'avez posé, sur la question de l'histoire postcoloniale. Je suis aussi, moi, originaire d'Algérie, donc avec une histoire particulière, avec la France, sur laquelle on n'a pas encore terminé, en tout cas, de régler le problème. Et donc, tout ça fait que, moi, c'est ce qui va m'emmener à rentrer, à aller, par curiosité, rencontrer ces gens-là, regarder, observer. Donc, au départ, juste spectatrice. L'année d'après, il y a une deuxième marche, celle des rouleurs, Convergence 84. Donc là, du coup, je serai un peu plus au cœur, puisque une partie des rouleurs seront accueillis à Blanc-Ménil par la mobilisation d'une association. Rachid pourra en parler parce qu'il en faisait partie à ce moment-là. Et ça a été une bataille d'ailleurs pour faire en sorte que la municipalité accepte de permettre à ces rouleurs de pouvoir être hébergés sur le territoire pour pouvoir faire une étape pour ensuite poursuivre leur chemin. Il y a un panneau sur Convergence 84 dont le slogan était la France, c'est comme une mobilette, pour avancer, il faut du mélange. Donc on était toujours sur la question de leur place, la question du racisme qui était récurrent, la question de ces meurtres, la question du traitement, la question du déni de justice. Enfin voilà, tous les sujets dont on parle encore aujourd'hui. Pour moi, c'est un élément important de raconter, mais raconter
pour qu'il se passe quelque chose derrière. C'est-à-dire que la transmission, elle est importante, hein, parce que c'est aussi dire aux autres, dire aux jeunes générations, dire aux habitants qui sont de ces territoires, de ces quartiers, qu'il n'y a pas que ce qu'on entend dans les médias régulièrement. Je vous dis ça parce que je pense aux dernières sorties du président Macron et à travers Borne sur ce qu'on nous promet pour les quartiers. Voilà, ce qu'on nous promet pour les quartiers, c'est quand même véritablement la guerre qu'on déclare aux quartiers. Donc à un moment donné, c'est aussi dire, depuis toujours, il y a des personnes qui se sont mises debout, des gens, des jeunes, des militants, et parfois pas des militants, qui ont décidé à un moment donné de prendre leur affaire en main, de dire c'est pas possible, ça peut pas continuer. Et moi, c'est cette question-là qui m'intéresse. Cette question-là m'intéresse, et comment du coup on poursuit. Alors je reviendrai tout à l'heure sur d'autres étapes qu'on a continué à construire encore aujourd'hui. Puisque moi, après, j'ai rencontré un groupe, après que j'ai pu lâcher, c'est le mouvement de l'immigration et des banlieues, parce que je me suis reconnu véritablement, dans ces gueules-là, voilà, des quartiers, puisqu'on est tout le temps en train de dénigrer les gens des quartiers. Moi, c'est ma famille, et donc je me suis reconnu parmi ces personnes-là, et je me suis reconnu surtout dans les combats qui étaient menés et portés par eux. Parce qu'il n'y a aucun parti politique, aucune organisation syndicale, aucun mouvement, comme la LDH, comme le MRAP, comme tous ceux qui promeuvent l'égalité, qui s'intéressaient aux questions qui concernaient ces gens issus de ces quartiers. Et donc pour moi, c'est ça qui est essentiel, c'est qu'est-ce qu'on veut promouvoir, mettre en avant, défendre, et défendre au plus haut niveau. Alors évidemment, c'est compliqué, hein, la route, elle est parsemée d'embûches, tu l'évoquais sur la question de la précarité, sur la question de comment l'ensemble des institutions font tout pour que ça n'existe pas. Je vais raconter une anecdote sur Convergence 84. En 2013, donc, on travaille avec le Forum social des quartiers populaires sur les 30 ans de la marche, créer différents événements, et moi au niveau local, puisque j'agis aussi au niveau local, j'avais accompagné la démarche de création d'un journal des habitants en 2005 au moment des émeutes, parce qu'il y a un traitement médiatique qui a tendance toujours à accuser finalement ceux qui sont eux-mêmes victimes des institutions. On crée un journal qui s'appelle Vue d'ici, et donc en 2013, je propose à l'équipe de dire on va aussi, nous, à Blanc-Ménil, faire un travail sur les 30 ans de la marche. Et dans les 30 ans de la marche, moi j'avais aussi en tête Convergence 84, parce qu'il y avait une étape locale. C'est important aussi de faire parler du coup les gens qui étaient là, les gens qui l'organisaient. Et on a commencé à faire des recherches, notamment dans les différentes archives, les archives locales, les archives départementales, et à ma grande surprise, 0 article de presse sur cet événement. Et donc c'est en ça où moi je pense que c'est important, effectivement, de pouvoir raconter pour dire aux autres que ça a existé, que c'est possible, et qu'il faut poursuivre en fait. Parce que tu l'évoquais toi aussi, sur que le comité 98, c'est le fruit d'une longue lutte. Et ça ne vient pas comme ça tout seul. Et donc cette lutte, il faut qu'à un moment donné, il y ait des gens qui transmettent, et des gens qui transmettent à d'autres, qui prennent le relais. C'est la question du relais. Et pour revenir à la question du nous, il faut qu'on y réfléchisse encore, mais on ne choisit pas de dire on va exclure un tel ou un tel. Donc la question, c'est comment on fait. Peut-être qu'il faut se renouveler, peut-être qu'on y travaille, hein, parce que la question de la transmission, pour que ce soit possible, il faut qu'il y ait des gens qui aient envie en fait. Donc comment on va au-devant des autres, comment on va les chercher, comment on leur donne envie, quels sont les outils et les moyens qu'on mobilise, de quelle manière on s'y prend, parce que c'est une question complexe, et comment on fait pour, à l'ère des réseaux sociaux et de je fais tout sur Internet, mais du coup je vois plus les gens, et je suis surtout dans le virtuel et pas dans le réel, comment on travaille les liens entre les deux, quoi. Voilà, pas plus. Vous voulez réagir, je crois. Oui, moi je vois 2 ressemblances fondamentales dans les mouvements qui sont là. Et je vais interroger le spécialiste là-dessus. La première, c'est la question coloniale, postcoloniale. Une vraie question. Avec celle-là, la question de la migration ici. Et la deuxième question que je vois fondamentale, c'est la question de la citoyenneté. Et je nous pose une question. Sommes-nous fiers d'être français? Sommes-nous fiers d'être français? On m'a posé la question. Je dis non. Alors, mais là, je me suis arrêté tout à l'heure à la marche qui a eu le 23 mai 1998. Qu'est-ce que nous avons fait après? Tous les politiques sont venus nous chercher après. On voulait que je sois sur la liste pour les... Il y avait des européennes. Enfin bref, nos amis, on voulait nous placer. Nous, on a dit non. Et moi, je me souviens d'avoir dit à l'époque, il est urgent de ne rien faire après ce mouvement. Il faut se poser, comprendre ce qui s'est passé. Et vous savez, on a créé une association qu'on a appelée, par conséquent, le comité marche du 23 mai 1998, pour sacraliser la date.
Et c'est là qu'on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on fait en France? Sommes-nous des Français? On s'est déjà posé avant, parce que nous sommes tous des anticolonialistes convaincus, militants indépendantistes. J'étais même responsable, moi, de militants indépendantistes, et presque tous, de la Guadeloupe, à l'époque. Mais on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on fait en France? Tous ces gens-là qui ont manifesté, mais ils ont manifesté pour qui ne connaissent même pas les esclaves, ils ne connaissent rien de l'histoire. Et ils ont manifesté. Et en fait, je vois le lien commun, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'on tue un jeune impunément, on tire devant toi sur un jeune qui te tombe dans les bras. C'est pas normal. Il y a carrément des bunkers. Tu as parlé tout à l'heure de gazaïsation, si j'ai bien compris, tu as fait un parallèle avec l'actualité. Et nous, là, on est dans notre coin, on demande à un jeune, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas trop, bof. Ouais, bon, allez, il est premier dans sa classe, mais il va faire un BTS. Il fait une grande école. Non, c'est pas pour moi, les grandes écoles. C'est pas pour moi. Deuxième catégorie, toujours. Et là, c'est cette question importante, c'est quoi pour nous? Alors moi, je vais continuer très loin pour vous montrer comment c'est compliqué. On a fait l'association, et qu'a fait le gouvernement français très rapidement en 2001, 3 ans après, la France reconnaît la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Très bien. Dans les textes, c'est super. Et donc, nous, on dit oui, mais il faut aller plus loin. Parce que nous, notre association, on a décidé que le 23 mai, tous les 23 mai, on honorerait la mémoire des victimes de l'esclavage colonial. Et qu'est-ce qu'on apprend dans la loi derrière qui arrive? C'est qu'il y a effectivement une date qui est choisie, mais pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Donc les abolitionnistes. Les abolitionnistes. Il faut bien comprendre la sémantique là. Tout le monde dit, ah, toi tu as dit aussi tout à l'heure, Salah, il y a une date. Mais non. Mais non. Il n'y a pas de date. Parce que justement, nous avons mené un combat de principe. Et nous avons dit à l'État, mais non, si vous voulez honorer l'esclavage, il faut commémorer les victimes de l'esclavage, et pas les abolitionnistes. Et là, on fait un pas, on dit, bon, ok, je vous ai dit tout à l'heure qu'en 1948, Victor Schœlcher, tout ça, la Deuxième République française, abolit l'esclavage. Il y avait même dans la loi une suppression de la nationalité de ceux qui avaient fait l'esclavage. Il y a tout ça dans la loi de 1948. Ok, on est en France, c'est la 5e République, ok, il y a une date, ok, pour commémorer l'abolition de l'esclavage, mais il faut une date nationale pour commémorer les victimes. Sans quoi ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous avez entendu pour la Shoah qu'on décore les premiers chars soviétiques qui ont libéré les premiers camps de concentration? Vous avez entendu ça? Est-ce que vous savez que c'est des chars soviétiques qui avaient... le premier camp de concentration avait été détruit par des chars... Vous ne savez peut-être pas ça. Mais qui est-ce qui parle de sa personne? On parle des victimes. Et c'est normal qu'on parle des victimes d'un crime. Quand il y a un crime, c'est d'abord les victimes. Alors donc, le gouvernement, il dit, ok, bon, allez, bon, là, le 10 mai sera la date métropolitaine pour commémorer l'abolition. Métropolitaine, une date métropolitaine. Et puis tout d'un coup, ça devient national. On dit, ah bon, c'est pas ça dans la loi. On mène notre combat. En 2017, on fait même jusqu'à une grève de la faim. Notre président de l'époque, Serge Romana, fait une grève de la faim devant le Sénat. Et cette grève de la faim, eh bien, le Sénat est obligé. Alors tenez-vous bien, dans une loi qui s'appelle la loi pour l'égalité réelle, en 2017, ça veut dire qu'il n'y en avait pas alors. Parce que vous faites une loi en 2017 pour l'égalité réelle, c'est qu'il n'y en avait pas. Et bien dans cette loi pour l'égalité réelle, c'est là que le gouvernement dit, ok, on met 2 dates nationales, le 10 mai pour commémorer l'abolition, et le 23 mai pour les victimes. Alors on dit, c'est super, vous avez mené un beau combat, c'est très bien. Mais attention, bémol. Bémol parce que la circulaire ministérielle de 2021, de 2022, de 2023, envoyée à tous les préfets de France pour demander de commémorer ces dates, il est marqué en substance, privilégier la date du 10 mai. Je vous demande d'aller chercher sur Internet. Vous verrez, allez chercher sur Internet. Il est marqué ça. Et c'est pour ça que je démissionne, moi. Il y avait une fondation qui a été créée, la Fondation Noire. Je démissionne de cette fondation en 2021 à cause de ça. Je dis, je ne veux pas entendre parler de ça. Je démissionne. J'ai démissionné. Mais là, 2022, pareil. Et 2023, pareil. Allez chercher, vous verrez que c'est marqué. Donc, vous voyez que même quand les écrits semblent dire que les choses sont bien, il faut encore continuer à se battre, à se battre et à se battre. Et tenez-vous bien, je termine l'histoire, je vais m'arrêter là, je fais très bavard. Mais figurez-vous que le président de la République a accepté une de nos propositions majeures.
Vous savez que... Le président actuel, Le président actuel, mais Hollande aussi avait déjà accepté, François Hollande. On a dit il faut que dans ce pays, France, il y ait un mémorial national des victimes de l'esclavage. Et on a été plus loin. Comme nous avons fait un travail pendant 20 ans, qui a consisté à aller rechercher les noms. Je vous ai dit que les esclaves n'avaient pas de nom, ils avaient un prénom et un numéro, et des sobriquets. Eh bien, la commission Schellcher a fait une campagne pour donner des noms aux esclaves. Ça a duré 15 ans en Guadeloupe, 12 ans en Martinique. Vous vous montez que c'était long. Eh bien, on a retrouvé 200 000 noms. Et on a dit au gouvernement, si vous êtes sincère sur votre position, il faut que vous fassiez un mémorial national sur lequel seraient gravés tous les noms de toutes ces personnes qui ont vécu un crime contre l'humanité commis par la France. Ça a été accepté. Et une étape a été franchie extrêmement importante tout récemment là. Le 3 juillet, ils ont créé un comité de pilotage dont je suis membre, dont le coprésident avec le ministre des Outre-mer, c'est l'ancien président de notre association, c'est Jérôme Manat. Et qui plus est, ils ont accepté aussi que ça se fasse, tenez-vous bien, au jardin du Trocadéro. Et c'est prévu pour le 23 mai 2025. On verra bien. Encore une fois, c'est pour dire une chose, c'est que ça fait 20 ans qu'on se bat sur cette question-là, et c'est maintenant qu'on commence à voir des lueurs. Mais là, on va rester vigilant. Toujours vigilant. Et c'est peut-être qu'à ce moment-là, je dirais, oui, je suis fier d'être français. Peut-être. Est-ce que vous voulez, à la question Moi, est-ce que vous êtes fier d'être français? Jamel, peut-être. Fier d'être français, c'est une bonne question. En tous les cas, moi, je ne peux pas le dire. Je suis plutôt algérien. Mais, et pourtant. Mais il faut que la France, elle puisse s'asseoir devant un divan et revisiter son histoire coloniale. C'est là-dedans qu'il faut puiser. Si elle veut... en tous les cas, si nous, on veut être traités de manière égale et observés, j'allais dire comme le blanc, eh ben, il faut qu'elle revisite son histoire coloniale. Cette brutalité, cette dépossession, ce massacre perpétré au nom de leur empire. Et je crois que aujourd'hui, dans le cadre des violences policières et même le traitement de ces populations, à tous les niveaux, il faut aller le chercher dans leur passé. Et tant que la France, elle ne reviendra pas sur son passé, on n'en sortira pas. Enfin, moi, je le pense vraiment. Sincèrement, je pense ça. Est-ce que vous voulez dire... Moi, je vais simplement ajouter un petit mot, parce que ce qu'a dit notre collègue est vraiment très intéressant du point de vue de la pratique militante qui permet d'avancer en réalité, et qui montre aussi un truc fondamental, c'est l'instrumentalisation, dont on peut être victime relativement au pouvoir. Et c'est pareil pour la marche de 83. On voit aujourd'hui qu'on raconte absolument n'importe quoi sur la marche. Quand on voit le tweet qu'a fait Macron récemment, il est en train de préparer une loi sur l'immigration qui va être terrible, et en même temps il célèbre quelque chose qui s'est passé il y a 40 ans en disant des citoyens se sont levés, se sont battus contre les discriminations. C'est vraiment du en même temps, hein. C'est très marqué. Et là, on est vraiment dans un rapport d'instrumentalisation, mais c'est pas nouveau. Il y a 10 ans, moi j'avais fait une page dans l'IB là-dessus, il y a 10 ans, parce qu'il y avait effectivement volonté politique de faire de cet événement, de la célébration de l'événement, quelque chose de très fort, et en même temps, d'un point de vue politique, il n'y avait pas grand-chose. Sauf que, il y avait, c'était à l'époque du gouvernement socialiste, et Jean-Marc Ayrault avait lancé un vrai projet de refondation de la politique d'intégration. Et donc là, moi, j'avais participé, vu que j'avais dirigé une des commissions à l'époque. Il y avait un vrai travail qui s'était effectué pendant 2 mois, qui devait et pouvait faire des propositions très positives. Il se trouve qu'il y a eu une fuite d'une des propositions qui était à l'intérieur d'un des rapports, qui discutait la loi de 2004 sur le voile, et donc après le Figaro a titré le rapport qui veut réhabiliter le voile à l'école, et donc tout ça a été jeté aux poubelles de l'histoire, et on n'a plus reparlé de ces rapports, on en est resté là. Et le problème, c'est que là, cette année, le problème est là, c'est qu'il y a à la fois le quarantenaire
Mais côté politique, Macron, il peut faire des tweets, mais il n'y a rien. Et non, si, il y a la loi immigration. C'est exactement revenir, effectivement, sur tous les acquis et précisément sur les catégories protégées, tout ce qui a permis, hein, ce qu'ont permis les luttes de l'immigration et les luttes des héritiers de l'immigration. Là, on est sur un vrai recul. Donc on est vraiment sur un rapport d'instrumentalisation de la mémoire qui peut être très dangereux. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se poser la question, commémorer, oui, mais comment ? Sur il y a 10 ans, moi j'étais dans un autre groupe, refondation des politiques d'intégration, plutôt sur les questions culturelles, ça s'appelait connaissance et reconnaissance. Et il y avait eu un sujet sur lequel on avait travaillé, sur la question des langues, donc des langues de France, et l'apprentissage des langues régionales bien sûr, de la langue nationale, mais aussi des langues de l'immigration. Donc voilà, il y avait un truc qui disait qu'on pouvait... le berbère, l'arabe, le créole, le bambara, voilà, il y avait eu la même fuite, tu sais, où ils avaient dit qu'on voulait obliger les enfants à apprendre l'arabe. Voilà, c'est ça qui était sorti juste, peut-être quand même sur cette histoire-là et pour faire le lien avec la question des quartiers, on a un sujet quand même qui était déjà là il y a 10 ans, même si le travail était un peu plus sérieux, on va dire, ou un peu plus d'ampleur en tout cas. On a toujours à faire quand même. Donc, est-ce que ça renvoie au fait que c'est vraiment une histoire des quartiers, la marche de 83, puisqu'on a toujours à faire à la politique de la ville. Pour l'instant, chaque fois que la marche est commémorée, elle ne l'est pas par ni le ministère de la Culture ou je ne sais quel autre ministère, mais bientôt ce sera le ministère des Affaires étrangères. Bravo Tarek. Moi je me rappelle, tu avais dit un truc là, tout à l'heure on avait cité le drame malheureux de Castelsarrasin d'Habib Grimzi, donc, qui avait été jeté par le train donc, près de Castelsarrasin. Il y a eu une plaque dans la gare de Castelsarrasin qui avait été posée par François Lamy, qui était le ministre de la ville de l'époque. Et je crois, Tarek, tu m'avais dit, même dans la mort, c'est la politique de la ville qui nous rend hommage. En fait, on se retrouve... voilà. Ouais, bien sûr, ouais. Et là, je vais revenir vers vous. Voilà, je vais venir... bien sûr, vas-y. Moi, je me retrouve dans ce que vous avez dit, monsieur, sur une chose. C'est, vous avez dit, bon, ils veulent célébrer l'abolition. Hein, ils ne veulent pas célébrer les gens, en fait. Ils veulent les gens. Moi, je me retrouve totalement là-dedans. Ça veut dire, je vais vous donner un exemple. Ça n'a rien à voir, mais à l'époque, on avait, dans un quartier de Montpellier qui s'appelle le Petit Bar et tout, il y avait il y avait un jeune qui était mort, machin, nanana, et puis il y avait le quartier qui était en faillite. Bon, c'est là, ça t'a raconté un peu là. Mais, et donc, on s'est posé la question de savoir comment on va appeler l'association. Et on dit, bah tiens, eux, ils font de la pub sur le truc de dire, ouais, la rénovation urbaine, tout, c'est un truc positif, tout, machin, etc., tatati, tatata. Et on continue comme ça. Et donc, fermez votre gueule, on vous a donné un truc en plus. Donc, de quoi vous plaignez? Nous, on a dit, non, on va appeler ça justice pour le Petit Bar. Pourquoi? Parce que si on en arrive là, c'est qu'il y a un préjudice avant. Et ce préjudice, il faut d'abord le reconnaître. Il faut d'abord reconnaître ce préjudice pour que les gens qui ont vécu ce préjudice, ils puissent être acteurs. La politique de la ville, soi-disant. La politique de la com, c'est de la communication. Bon, on va pas se raconter d'histoire et tout. Donc, et moi, je pense que ce truc-là, c'est important parce que, à la rigueur, les gens ils vont vous dire, on s'en fout, on est 100 ans après, tout ça, machin. Non, c'est important. Pourquoi? Parce que, comme ils disent aujourd'hui pour Gaza, chaque vie compte. Et il n'y a pas que, par exemple, toi, tu vis une injustice, et pendant 40 ans, je vais te la faire vivre. Et puis un jour, je vais te libérer. Enfin, je vais te libérer, je vais te lâcher et tout. Et je vais dire, ouais, c'est le fait que je t'ai lâché qui est important. Toi, tu vas dire, oh, j'ai vécu 40 ans dans la merde, tu m'as fait ça, il y a des gens qui sont partis, qui sont morts. Comment ce truc-là n'est pas important? Je pense que sur ce truc-là, voilà. Non, mais je suis totalement d'accord avec vous. Et excuse-moi, oui, non, c'est juste, je repère les gens, levez la main. Si vous voulez, je vais prendre quelques interventions ensuite. Juste un mot. Depuis 2017, il y a 2 dates nationales. Le président n'est jamais venu
commémorer le 23 mai. Il vient au 10 mai, mais pas au 23 mai. Pire que ça, c'est le ministère des Outre-mer qui vient. C'est une histoire des Outre-mer. Ce n'est pas une histoire nationale. C'est des Outre-mer. Et donc c'est pour ça que je repose, mais je nous pose la question, est-ce que nous voulons être français? Et si oui, qu'est-ce que ça veut dire dans nos démarches citoyennes de tous les jours? Je vous pose la question, je me la pose à moi. Hein. Est-ce que je veux être un citoyen français vraiment? Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'être un citoyen français? Ouais. Tarek, respecte un peu. Bonsoir déjà. Je voulais saluer l'initiative là de tenter de transmettre cette mémoire qui est si peu mise en avant. Monsieur, je vous ai découvert, je n'avais pas entendu parler de la marche de 98 ou alors juste comme ça. J'ai aimé la subtilité sémantique entre fêter les abolitionnistes et ne pas célébrer les victimes. Ça m'a fait, je ne sais pas pourquoi, en vous écoutant, il y a le projet de loi de 2004 sur les effets positifs de la colonisation. C'est passé dans ma tête en vous écoutant. Je réponds à votre question, est-ce qu'on veut être français? Moi, j'ai voulu l'être pour passer le permis de conduire. À l'époque, mon père me disait, non, tu vas faire une carte de résidence. Je disais, non, je veux être français comme ça. Je vais passer le permis de conduire. Est-ce que je suis fier? Non. Mais je m'en fous. J'ai 2 passeports. Je ne suis pas plus fier d'être algérien que d'être français. Je ne suis pas fier. Je trouve que c'est un truc de con. C'est un truc discriminant. On ne va pas demander à quelqu'un qui s'appelle Marie-Jo ou Christophe, alors tu t'es réveillé ce matin, tu étais fier d'être français. Non, moi, et je trouve que c'est même... c'est violent, ça aussi. De me dire que, en fait, je parle le français, je paye des impôts en français, je rêve en français, comme il a dit le chanteur de Zebda. Bon, bref, je vis comme un Français. J'aime bien être en France. Ça n'a jamais traversé mon esprit de me dire, ah, faut se tirer, tout ça, machin. Non. J'aime les chanteurs français et tout ça, machin. Et il y a encore des soupçons. Vas-y, dis-le. Est-ce que tu aimes la France? Laisse-moi tranquille. J'ai jamais pensé à ce truc-là, quoi. Après, sur l'importance de la marche, moi, j'ai eu la chance d'être, d'être approché par un militant qui s'appelle Jamel Khalfaoui, paix à son âme. On n'était pas du tout dans ces préoccupations de la marche. On n'avait pas, comme aujourd'hui, les réseaux sociaux. La marche, on l'a vu, moi je l'ai vu la première fois de ma vie à la télé, le 15 novembre 83, quand l'Algérien s'est fait défenestrer du train Paris-26 000. Hop, c'est là que FR3, on a vu un petit peu, il y a une marche, il y a des marcheurs, tout ça. Et sinon, Jamel Khalfaoui nous en a parlé, mais nous, on était dans d'autres préoccupations. Voilà, la chance, c'est que j'habitais la ville voisine de Jamel, paix à son âme. Et après, comme elle a dit Zuna, pour Convergence 84, là, ouais, on a bougé. Mais ça nous a conscientisés et ça nous a fait dire, peut-être, on s'est dit, en fait, ouais, nous, c'est ça. Nous, c'est tous ceux qui galèrent partout. On nous afflige le même traitement. Voilà. Parce que, bon, là, c'est la mode, quartier populaire. En vérité, il n'y a rien de populaire. C'est des quartiers de misère. C'est des quartiers pauvres. Si on veut continuer dans les subtilités sans moi sémantique, tout le monde reprend le terme, ouais, quartier populaire. Non, c'est des quartiers de merde. C'est des quartiers où quand on y habite, malheureusement, vu les conditions de vie qui y sont, on n'a que envie de partir. Et moi, j'en suis parti, voilà. Je n'étais pas fier d'habiter dans le quartier populaire. Il y a des bons trucs, quand on est enfant, on s'est amusé. Et juste, je termine là-dessus. Le récit, pourquoi il n'a pas été pris en compte par ceux qui ont les moyens de le faire, par ceux qui ont le devoir de le faire. Parce que la marche, le slogan, c'était plus d'égalité, plus de marche pour l'égalité contre le racisme. Au fronton des mairies, il y a l'égalité. Quand il y a des gens qui vous rappellent à l'ordre, qui vous disent hey, les valeurs de la République, c'est vous-même qui les bafouez, vous qui avez pour mission de les faire respecter normalement, il devrait y avoir dans beaucoup de villes, et même dans des villes soi-disant amies, il n'y a pas la place de la marche pour l'égalité contre le racisme. Le 21 mars, la journée contre le racisme, il n'y a pas Jamel qui est invité sur un plateau télé à qui on va demander, bah, pour vous, cette journée, elle a une spécificité puisqu'il y a 40 ans, vous avez eu le courage de marcher l'hiver, même si vous aviez des blousons. Ça. Moi, il y a ça là qui me tape sur l'épaule, c'est l'heure. En tous les cas, merci à vous tous. Non, je sais.
C'était une manière discrète de... Excusez-moi. Parce que j'ai une autre... Prenez le temps encore de... Oui, bonsoir. Merci déjà pour la soirée et puis merci d'être là. Et puis il y a une superbe exposition. Il va falloir que je revienne parce que c'est trop long à lire. Je voulais rebondir simplement sur ce que disait Salah. J'étais un petit peu étonné sur l'idée, en gros, quels seraient les rapports entre la marche de 98 et de 83. Alors je suis un peu jeune pour avoir participé à cette marche. J'avais 12 ans. Mais dans le quartier où j'ai grandi, à Rieux-la-Pape, qui est dans la banlieue lyonnaise, vous devez connaître, hein, si vous venez de Vénissieux, dans ma classe, il y avait des Maghrébins, il y avait des Noirs africains, au sens subsaharien du terme, il y avait des Antillais, il y avait des Asiatiques. Et on dit souvent marche des beurs, mais il me semble que dans les photos qu'on voit, il y a des beurs, mais il y a aussi, enfin des beurs, il y a des Maghrébins, mais il y a aussi des Antillais, il y a aussi des subsahariens. Bref, il y avait, je dirais, la diversité, entre guillemets, française. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de cécité un petit peu sur la façon dont on a de se représenter un petit peu cette marche, qu'on dit marche des beurs? On a rappelé la dimension postcoloniale, mais c'était une marche pour l'égalité et contre la discrimination et le racisme. Le point commun, c'était le racisme, c'était la discrimination. Les Antillais vivaient le racisme et la discrimination, pour parler des Antillais, qui étaient parfois pris d'ailleurs pour des Algériens qui se faisaient tabasser à ce titre-là. On a eu un porte-parole décrié, Harlem Désir, qui était d'origine martiniquaise, et qui est pourtant, dans l'imaginaire peut-être des Français, associé aux Maghrébins. Je ne parle même pas des rappeurs, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que cette mémoire un petit peu qui dépasse simplement la condition et l'expérience des Maghrébins en France, est-ce qu'elle n'a pas été un petit peu effacée, médiatiquement notamment, parce que justement on a focalisé sur une partie de la population, alors que l'expérience du racisme et des quartiers populaires, à Toulouse, tu dis bon c'était les Gitans, les Maghrébins, mais en tout cas dans la banlieue lyonnaise, c'était bien plus varié que ça. Donc c'est vraiment une question pour savoir, notamment auprès du vétéran de la marche des beurs, enfin des vétérans de la marche des beurs, de savoir comment s'est construit cette identité au-delà simplement du simple stigmate beurre. Je peux dire un tout petit mot parce que je ne supporte pas qu'on dise que ce beurre c'est un stigmate. C'est pas du tout un stigmate. Hein. Après je te laisserai. J'ai envie de dire qu'en fait, Jamel, je veux bien les Lyonnais qu'on était, pour nous le mot beurre ça voulait rien dire. D'abord on l'a jamais accepté et comment ce mot a été véhiculé, c'est encore une fois la presse française et notamment Libération, qui était à l'époque c'était Serge July, un grand militant. On va dire, de la gauche et en même temps un soutien à d'autres pays colonisateurs. Voilà, je n'ai pas envie de dire autre chose sur ce personnage, mais c'est lui qui a popularisé le mot beurre. Le mot beurre, c'était, on va dire, un vocabulaire très parisien. Nous, on ne l'a jamais accepté. Et aujourd'hui, et si vous le voyez bien, même dans les commémorations de ces 30 dernières années, on n'a jamais parlé, on ne met jamais en avant la marche des beurs. Nous, on parle toujours de la marche des jeunes issus de l'immigration au sens large. Et dans cette marche, ce n'était pas une marche de jeunes arabes ou de jeunes beurs, il y avait aussi des noirs et d'autres gens dans ces quartiers qui vivaient les mêmes choses. Voilà. Donc je pense qu'il y avait déjà à cette époque-là le mot beurre, l'accoler à un mouvement, ou en tous les cas une initiative qui est devenue ce qu'elle est devenue encore aujourd'hui, c'était pas innocent de l'avoir appelé beurre. On ne l'accepte pas jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Jamel. Franchement, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Il y aura un bon débat là entre... Ouais. Non, moi je pense qu'il faut penser... Vas-y, je t'en prie. Parce que moi non plus, je suis pas le d'accord mot beurre, il est politique. Quand on allait à l'époque de début des années 80, on avait beaucoup d'échanges avec Brixton, avec les Antillais de Brixton. Et ils avaient un slogan qui était « Black is political ». Et ils nous disaient, nous, quand on arrivait, mais les Noirs de France, c'est vous. Parce que les Antillais, on ne les voit pas trop en France, c'est vous qui agissez, c'est vous qui êtes noirs. Et ben, le mot beurre, il avait un sens politique. Alors je m'explique. On a parlé de citoyenneté tout à l'heure. Moi, il me semble que la question de la citoyenneté, ce qui était posé effectivement non seulement par la marche, mais par tous les mouvements des héritiers de l'immigration, c'était de soumettre la République à l'épreuve de sa dimension multiethnique. Hein. Donc, la République, comment dire, les luttes, elles avancent
il y a des actualités par rapport aux luttes. Il y a eu les luttes sociales ouvrières, il y a eu les luttes féministes qui ont posé la question de l'égalité à l'épreuve du genre. Mais il me semble que ce qui s'est passé avec les mouvements issus des quartiers, c'était de poser la question de l'égalité à l'épreuve des discriminations. C'est bien ce rapport-là qui était posé. C'est bien la question de l'égalité qui est posée, qui est fondamentale. Et cette manière de poser l'égalité, elle était posée autour d'un terme, qui était le mot beurre. Beurre, c'était être sujet de sa propre histoire. Il ne faut pas oublier qu'avant d'être récupéré et dévalorisé, comme il a été à cause de sa médiatisation, le terme, c'était une manière de s'auto-désigner des jeunes de la région parisienne. C'était quand même fondamental de ce point de vue-là. Donc, il faut bien confondre, faut bien comprendre qu'il y avait quelque chose qui était la volonté d'un sujet de parler en son propre nom et de se nommer de sa propre manière. Et ça posait quand même, de ce point de vue, une question relative à la citoyenneté. Oui, juste, je vais me permettre d'intervenir dans la discussion, parce que moi, je vais plutôt aller dans son sens. En tout cas, je vais parler de notre expérience toulousaine, et j'ai même envie d'interpeller Mustapha, là, qui est au fond là-bas. Il est là. Parce qu'en fait, pour nous, en tout cas, je parle de l'histoire toulousaine, beurre, c'était la classe pour nous. Alors en fait, on se disait, ce qu'on espérait, jeunes gens qu'on était, hein, de 18 ans, Mustapha il avait 16 ans, on pensait qu'on allait être les blacks de la France. Et on était dans cet imaginaire-là. Peut-être je vais lui... Bon, là, après je reviendrai vers vous, hein, Jamel et Emmanuel. D'ailleurs, c'est le mot beurre, c'est ça. Non, merci pour cet échange. C'est vraiment intéressant de le poser parce que... Alors bon, je veux dire, nous, on a appelé notre groupe le groupe Zebda. Le groupe Zebda en arabe, ça veut dire le beurre. Alors nous, ça nous amusait. Moi, je suis un peu entre les deux par rapport à ce que dit Jamel. Nous, on est Toulousains. Le verlan, c'est pas notre langue, ça fait pas partie de notre argot. Donc on comprenait pas beurre, ce que ça voulait dire. Tiens, ils nous appellent le beurre. Donc nous, on trouvait que c'était amusant, cette idée d'être le beurre, qui allait partir en tournée, donc de manière détournée, parce que Zebda, ça sonne, d'aller être le beurre on disait, la France est une biscotte et nous on va s'étaler dessus. C'était un peu ça notre gimmick. Et ça avait un côté assez stylé. Mais ça c'est aussi parce que nous, on pense que effectivement notre quartier, ça peut être un ghetto, et que le ghetto ça peut être romanesque. Le ghetto ça peut être très inspirant. Ça peut permettre de raconter une histoire qui a du piment, qui est riche, qui est forte, qui est tendue, qui est radicale, qui porte certaines choses. Alors après, on va se battre contre le ghetto mental qui peut créer des problématiques complexes, enfin des problématiques, j'allais dire, sanitaires, parce que à partir du social, ces problématiques-là. Donc pour nous, effectivement, le beurre, c'était cette façon d'exister nationalement et de se définir ensemble. Bon, voilà. Mais, en vérité, c'est le second degré qui nous intéressait là, dans ce mot-là. Et pas le premier degré qui est perçu quand on dit la marche des beurs comme si on avait tout compris. C'est le second degré qui nous amuse, qu'on trouve intéressant, parce que c'est comme un gimmick, c'est comme quelque chose qui peut sonner, mais en réalité, c'est la marche pour l'égalité contre le racisme. Ça, nous, on le sait. Donc c'est comme quand un gamin chante Bella Ciao, parce que je ne sais pas si vous avez vu cette chanson qui est même dans les pubs pour les alarmes. Enfin, c'est un truc de fou quand même. Bella Ciao qui sert à vendre des alarmes. Enfin, ça c'est récent, mais je parle de ça parce que pour moi c'est assez similaire, puisqu'on parle de créativité par rapport au langage, quoi. C'est ça aussi qui était très intéressant dans le récit inclusif. Bella Ciao, quand elle est reprise dans la série, que des gamins de 5 ans la connaissent, nous on trouve ça très bien, que cette mélodie perdure et dure. On considère que notre rôle, c'est d'expliquer d'où vient cette chanson. Que c'est une chanson politique, antifasciste, mais on pense que c'est pas un problème qu'elle soit perçue sans forcément son sens, mais qu'on a un rôle dans ce récit. Je dis ça pareil par rapport au mot beurre. Je sais pas si je suis clair, mais pour moi, si on dit les beurs, il faut quand même expliquer que cette marche, c'est pas que la marche la marche stylée, quoi. C'est une marche qui part d'un drame, qui part de violence, qui part de hogra, comme on dit, qui part de... Voilà. Jamel a raison d'insister sur le fait qu'il y a eu une dérive de l'usage, c'est ça qui est fondamental. Alors, du coup, on va arriver vers... Une seconde. Ce mot beurre, pour moi, quand il a été popularisé et on l'entendait, moi je le pensais comme, enfin je le pense encore même aujourd'hui, que en fait l'histoire de cette jeunesse qu'on ne voulait pas voir, qu'on voit maintenant à travers ces mouvements
comme la marche et d'autres, c'est une histoire nouvelle. Il n'y a pas de lien avec les luttes de nos parents, il n'y a pas de lien avec la guerre d'Algérie, il n'y a pas de lien avec le colonialisme. Enfin, moi, je le vois ça comme ça. Voilà. Alors, Abdallah, vraiment très court. Il nous reste 5 minutes parce qu'on doit vite. Franchement, ça va être chaud. Non, mais moi, je vais restituer l'histoire vraie parce que vous êtes tous en train de fantasmer là. Je peux? Non. Non, je peux. En fait, vous avez demandé la parole avant. Moi, j'ai vécu cette histoire de l'intérieur. Oui, mais le truc, c'est que. Je te jure, regarde. On a des gens qui sont. 30 secondes. Allez, vas-y, Abdallah. T'as 30 secondes et il a 30 secondes. Ouais, rapidement, merci pour l'exposition qui est de grande qualité. Juste que moi je trouve le point commun entre les histoires qui ont été racontées, c'est justement le côté historique et cet effacement de l'histoire, parce que ce qu'on voit ici, on ne voit nulle part dans les livres d'histoire. Et c'est important de rappeler donc d'où on vient et de comprendre, nous qui sommes nés en France ou qui sommes nés, moi de parents algériens, ou qui sommes nés en Algérie, au Maroc, au Cameroun ou dans les Antilles, d'où on vient. Parce que sur l'histoire, donc effectivement, rappeler Schœlcher, c'est ce que met en avant la France, qui a aboli l'esclavage, mais c'est une façon aussi d'invisibiliser toutes les combattantes et combattants esclaves qui se sont battus pour leur émancipation. Hein, Louis Delgrès, Solitude, etc. et d'autres que je ne connais pas au complet. Et moi, il y a un mot sur le sentiment d'être fier ou pas. Moi, je rejoins ce que dit Rachid. C'est mon frère, donc j'ai pas le choix. Mais on n'a pas à être fier d'être français ou d'être quoi que ce soit. On se lève le matin. Mais j'ai le mot d'Elino Motta que j'aime beaucoup, qui disait une fois, on nous demande si on se sent français, mais la question à poser, c'est de savoir si la France, on l'a jamais considérée comme étant des Français. Et je pense que ça, c'est une question hyper importante. J'arrête, j'ai plein de trucs à dire, mais c'était très bien, merci. Désolé de t'avoir pressé, mais vraiment on arrive à la fin, on a des gens qui sont devant, parce qu'on avait annoncé à 20h, il faut qu'on vide la salle, qu'on démonte l'expo, tout ça. Donc, et le festival n'est pas terminé, il y a encore demain, il y a encore la semaine prochaine, et toi tu vas beaucoup parler la semaine prochaine, parce qu'on passe ton film. Moi c'est Abdallah, c'est mon nom de famille, c'est pas mon prénom. Salut Abdallah. Non, en fait, je veux juste restituer un truc. Moi cette période, je l'ai vécu, j'étais en plein dedans, j'étais un gars de la banlieue parisienne. Nous, en fait, à l'époque, on nous appelait les enfants de la deuxième génération, on nous appelait seconde génération, on nous appelait qu'on était déchirés entre nos cultures, entre la culture française et la culture du bled. Alors moi, le bled, j'en avais plusieurs, déjà, c'est encore plus compliqué, mais je me suis jamais senti déchiré entre rien et rien. Alors, nous, en fait, on était dans les banlieues de la région parisienne, à distinguer de Paris. Hein. On était les banlieusards, on n'était pas les Parisiens. On avait plein de termes. On disait les robeux, on disait les beurs, on disait les rojos. D'ailleurs, les rojos, c'était un terme qui venait de chez vous, les Lyonnais. Et on disait aussi les arbouches et les carlouches. Et il y avait plein de manières de nous auto-désigner. C'est ça la vérité. C'est qu'en fait, on a affirmé cette robeux, beurre, arbouche et tout ce que vous voulez, on l'a affirmé juste parce qu'on en avait marre qu'on nous mette dans la case seconde génération, déchirée entre je sais pas quoi et je sais pas quoi. On voulait affirmer, nous on est ici chez nous. C'est ça que ça voulait dire, le terme robeux, beurre, rojo, etc. C'est ce que je voulais dire. Je crois que c'est Jamel qui va avoir le mot de la fin, parce que tu voulais répondre à ça. Et voilà, ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Je vous rappelle, il va poser une question à tout le monde, mais je vous rappelle vraiment, si ça vous dit, vous revenez demain à 18h, et là vous aurez la visite guidée en détail des expos, des 2 expos. Donc n'hésitez pas, visite privée, franchement, voilà, vous êtes des privilégiés. Et la semaine prochaine, bon, vous regardez le programme, on va revenir sur cette histoire-là, puisqu'on projette le film de Samir Abdallah à Utopia samedi prochain. Ouais, donc sur le mot beurre, peut-être qu'on ne sera jamais d'accord, mais en tous les cas, beurre pasteurisé, demi-sel, doux, pas doux, voilà. Pour moi, en tous les cas pour la marche, l'idée de la marche, c'était interpeller la République sur ses valeurs, c'était de dire, nous sommes aussi français et faisons partie de ce pays, et on veut un traitement égalitaire, et on n'acceptait pas des noms comme ça qui arrivaient le fameux beurre, et de plus en plus, hyper popularisé par Serge Julie,
en sachant qui c'est le bonhomme, j'ai du mal à le prendre. Voilà. Ma question, et je termine ici, dans la boîte ligne, elle est terminée, cette question, c'est, à partir de tout ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on veut créer pour nos enfants et nos petits-enfants? Comment est-ce qu'on veut du beurre dans les épinards? Le beurre, c'est pas une structure, moi on en a plus sur l'étal. Bon, mais voilà, donc on va devoir vider la salle parce qu'on a un concert ensuite qui est un concert payant. Donc merci.